C'est notre première conférence parce que nous avons l'honneur d'avoir notre historienne d'art, critique, enfin elle va vous parler d'elle aussi. Et il se trouve que Marie-Josée Bonnet est franchement une productrice extraordinaire dans tous les domaines. Et notamment et plus particulièrement tout ce qui est lié aux femmes. Et donc, à l'occasion de la grande exposition sur Vigier Lebrun qui se tient à Paris actuellement, Marie-Jo nous a signalé qu'elle avait elle-même écrit sur cette période, sur le peintre et sur les femmes peintres de la même époque. Et ça va être le sujet de notre conférence. Élisabeth Vigier Lebrun est morte en 1842. Nous sommes en 2015. Et c'est la première fois que les musées français lui consacrent une grande exposition. Donc ça fait plus de 170 ans qu'elle est morte. Donc c'est pour vous montrer la difficulté qu'il y a pour pouvoir montrer les œuvres de femmes. Et d'autant plus que Vigier Lebrun, c'est quand même pas n'importe qui. C'est la plus grande artiste de l'école française, on pourrait dire de l'école européenne même, parce que au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, les meilleures artistes, ce sont des Françaises. Comment est-ce qu'on produit des génies, hein? Les génies ne tombent pas du ciel. Il faut qu'il y ait une société qui les accueille, qui les forme, qui les accepte et qui leur donne une place dans la société et dans l'art. Alors en ce qui concerne la France, nous avons une monarchie française de droit divin qui pensait que la différence des sexes en fait était secondaire et qu'on pouvait très bien accueillir des femmes à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et donc c'est la seule académie royale qui accueille des femmes. Moi j'estime que ce tableau-là, c'est le premier qui montre un changement dans l'identité, dans la conscience identitaire des femmes artistes. Et vous allez avoir après elle toute une génération qui va s'affirmer et qui va conquérir un statut professionnel, parce que c'est très important d'avoir un statut professionnel évidemment, hein, parce que vous avez deux structures professionnelles sous l'Ancien Régime. Donc vous avez l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est quand même quelque chose de très bien, ce sont des privilégiés, hein, c'est un privilège royal. Et selon l'idéologie du droit divin, l'inspiration, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas forcément de son père et de sa mère, hein. Vous avez deux conceptions de la transmission du génie, hein. La conception de droit divine, et la conception des ateliers familiaux, des corporations, où ça se transmet de père en fils, hein. Et donc, pour peindre, il faut être dans une corporation au XVIIIe siècle. Vous avez ici, l'abbé Huillard, une femme sujet, et une femme qui dit, voilà, par la peinture, je deviens sujet autonome et légitime. Et vous avez là David qui représente les mères et les sœurs qui sont effondrées de douleur parce que les Gracques, là, les frères, ont fait le serment de servir la République. Et là, vous avez un espace qui est divisé en trois, hein, l'espace des frères, l'espace du père et l'espace des femmes. Hein? Et alors, ces femmes sont effondrées, je veux dire, c'est rien du tout au niveau du féminin. Et là, le père, donc c'est devant lui qui vont faire le serment, et on va passer au royaume des fils, parce que la Révolution, c'est les fils qui prennent le pouvoir, et qui vont tuer le père, qui vont décapiter le roi. Et ils vont aussi décapiter la reine pendant qu'ils y sont, bien que la reine n'ait pas véritablement de pouvoir. Le seul pouvoir de la reine, c'est de mettre au monde l'héritier du trône. Et c'est très bien ce qu'avait compris Élisabeth Vigier Lebrun quand on lui a proposé de faire le portrait de la reine. Au moment de l'affaire du collier. Et il fallait redorer son blason un peu. Et le ministre des Arts, d'Angivilliers, a commandé un tableau à Élisabeth Vigier Lebrun, le portrait de la reine et ses enfants. Or, Vigier Lebrun a été très très ennuyé pour faire le portrait. Ça a duré 2 ans.
elle ne savait pas du tout comment positionner les enfants. Et alors, pendant qu'elle faisait ça, elle a fait son propre portrait. Et vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Au niveau de la maternité, c'est pas la même image. Hein. Ça, c'est Élisabeth Vigée-Lebrun et sa fille. Là aussi, hein, la construction, hein, c'est une construction parfaite. Et il y a ce mouvement. Hein. Il y a ce mouvement et il y a toute cette lumière. Donc c'est une espèce de fusion entre la mère et la fille, avec ce bleu, ce blanc et le visage, vous voyez. Hein. Et donc c'est tellement fusionnel que quand les gens ont vu le tableau au Louvre, parce qu'il a été exposé au Salon du Louvre, ils ont dit c'est une Madone-like. Hein. Donc elle s'est effectivement inspirée des Madones. Les Madones, c'est la Vierge et le petit Jésus. Et elle, c'est sa fille. Vous n'avez jamais vu la Vierge avec sa fille. Hein? Donc c'est quand même, au niveau symbolique, c'est très très différent. C'est quand même une sacrée révolution de se montrer avec sa fille. Pour elle, la reine, ce n'est pas une mère de famille. Vous voyez, c'est très intéressant son raisonnement. Hein. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait une telle différence entre l'effusion maternelle ici, et ici, elle est très à distance avec ses enfants, alors qu'elle était réputée pour aimer beaucoup les enfants. Justement, c'est très contradictoire. Hein. Et bien parce que, pour elle, une reine, c'est quand même quelqu'un qui a le pouvoir. C'est pas une mère comme elle. Vous voyez, c'est quelqu'un de différent. Et donc, vous avez ici la couronne, là, l'aigrette, etc. Donc, c'est vraiment la reine de France. Hein. C'est pas la mère, c'est la reine de France. Vigée-Lebrun, c'est une femme loyale. Et quand elle fait son autoportrait, eh bien, qui est-ce qu'elle va représenter, là, en train de peindre? C'est la reine. Hein. Et, mais attention, c'est une artiste. Elle, la création, c'est elle, c'est pas la reine. Hein. Et regardez son bras, l'ombre, elle est sur le tableau. Donc la reine, elle va devenir célèbre grâce à Vigée-Lebrun, grâce à l'artiste. C'est l'artiste qui crée. C'est pas le roi. Vous voyez, c'est intéressant, hein, ce tableau. Hein. Elle était en pleine gloire. Hein. 1785, 86, 87, 88, 89, vous voyez. Et la Révolution arrive. Et elle, évidemment, comme elle est étiquetée royaliste, elle fait son petit baluchon, elle met sa fille sous le bras et hop, direction l'Italie avec juste l'argent d'un tableau qu'elle venait de toucher en poche. Vous vous rendez compte? Et elle va rester comme ça pendant 12 ans. Elle va courir, donc d'abord l'Italie, ensuite l'Autriche. Elle voulait rentrer en France et puis ça a été la mort de Marie-Antoinette. Et donc, elle ne pouvait plus rentrer en France. Donc, elle est allée en Russie. Et c'est là qu'elle a vu la grande Catherine. Et alors c'est marrant parce que dans ses souvenirs, elle dit la grande Catherine. Alors, elle dit je m'attendais à voir quelqu'un de très grand. Or, la grande Catherine est toute petite. Et alors, et après, elle dit, la grande Catherine, une des gloires de notre sexe. Parce que Catherine, elle avait le pouvoir, à la différence de Marie-Antoinette. Elle n'a jamais dit que Marie-Antoinette, c'était une gloire de notre sexe. Hein. Simplement, Angelika Kaufmann et Catherine de Russie. Hein, donc, c'est intéressant. Hein. Donc, c'est une artiste qui a déjà réfléchi à ce que c'est que le pouvoir. Hein, la peinture, la création et le pouvoir politique. Le problème pour Vigée-Lebrun pour rentrer en France, c'était qu'elle était inscrite sur la liste des émigrés. Donc ses biens avaient été saisis, elle n'avait plus rien. Donc il fallait la rayer de la liste des émigrés. Qu'à cela ne tienne, son mari, avec qui elle avait divorcé, lui, il avait gardé tous ses biens, etc. Il organise une pétition et vous avez 255 savants artistes qui signent pour la faire revenir en France. Et elle sera rayée de la liste des émigrés et elle arrive en France en 1801.